Bonsoir à tous, bonsoir Sonia. Bonsoir Michel. Au sommaire du 18h de Public Sénat, le paradoxe du jour. L'UMP dénonce un déchaînement à l'encontre de Julien Drey quand le soutien des responsables socialistes est plus prudent. Les invités du 18h tout à l'heure pour commenter une fin d'année difficile pour les réformes et donc pour Nicolas Sarkozy qui est arrivé à Rio. Les sénateurs UMP Gérard Longuet et socialiste Thierry Repentin. Toyota, premier constructeur mondial, enregistre une perte d'exploitation de plus d'1 milliard d'euros, une première depuis 70 ans. Notre page spéciale crise à suivre. Les Français réduisent-ils leur sortie au cinéma ou au théâtre? Les images chocs tournées par les prisonniers de Fleury-Mérogis et révélées il y a quelques jours relancent le débat sur une réforme pénitentiaire ambitieuse dont la discussion a été reportée en mars au Sénat. Plusieurs invités pour en débattre. Mais d'abord, Sonia, les soldes qui débuteront officiellement le 7 janvier, mais c'est déjà l'heure des remises dans beaucoup de magasins et c'est vrai également au rayon alimentation. Oui, ce sont les soldes donc sur les produits alimentaires des fêtes pour séduire des consommateurs très attentifs à leur porte-monnaie en raison de la crise. Eh bien, les distributeurs cassent leur prix jusqu'à moins 50% sur les huîtres, coquilles Saint-Jacques, chocolat et autres douceurs de réveillon. Avant les fêtes de Noël, c'est donc le plein des promotions dans les grandes surfaces. Flora Sauvage. Le réveillon de Noël n'a pas encore eu lieu, mais les distributeurs, eux, ont déjà commencé à casser leurs prix. Foie gras, saumon fumé, coquilles Saint-Jacques, l'association de consommateurs CLCV a constaté une baisse des prix de 21% sur 16 produits alimentaires festifs. C'est des baisses qui sont assez significatives, de l'ordre de 25 à 30%. On a parfois des baisses jusqu'à 60%, ce qui nous laisse un petit peu perplexes parce qu'on a du mal à expliquer comment les prix peuvent varier autant et si rapidement. On ne sait plus trop où est le juste prix. Pour attirer les consommateurs particulièrement sensibles au prix cette année, les grandes surfaces lancent des opérations de promotion avant le début des fêtes de fin d'année. C'est une adaptation à la situation économique que nous vivons et que nos consommateurs ressentent particulièrement. Ils ont déjà arbitré largement sur leur budget alimentaire, puisqu'il y a quelques années, le budget alimentaire représentait 30% du budget des ménages. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 15%. Donc il y a une réalité et il faut qu'on sache s'y adapter. Peut-être aussi, certains distributeurs ont-ils été pris de court avec des stocks trop importants. Aujourd'hui, tout est bon pour écouler la marchandise. Une perspective qui pourrait être alléchante, l'extension de la carte famille nombreuse. Oui, la secrétaire d'État à la famille, Nadine Morano, annonce donc une nouveauté pour les familles. Plus besoin d'avoir beaucoup d'enfants pour voyager moins cher. La SNCF va lancer une carte enfants-famille destinataire, les foyers modestes ayant moins de 3 enfants et les familles monoparentales gagnant moins de 1 000 € par mois. Des réductions de 25 à 50% sur les billets sont prévues dès le mois de février 2009. Déjà 24 000 candidats auto-entrepreneurs. C'est une réforme qui va voir le jour début d'année. Oui, et déjà, le compte à rebours est lancé après les fêtes donc de fin d'année. Les candidats au statut d'entrepreneur pourront se jeter à l'eau et créer leur propre activité en un clic. Une procédure simplifiée, portrait d'un futur entrepreneur avec Clément Billet. Christine, mon PC. C'est comme ça depuis 6 mois chez les Birbans. L'ordinateur est devenu très convoité et même en vacances, les enfants doivent laisser la place à leur mère. Pilar a décidé de créer sa propre société de vente de chaussures par correspondance et avec la nouvelle formule d'auto-entrepreneur, une création d'entreprise, c'est devenu simple comme bonjour. C'est aussi facile que créer un profil sur Facebook. On en clique des souris, on devient auto-entrepreneur. Depuis juin, cette mère de famille s'informe du marché, des tendances et des prix des chaussures. Une façon pour elle de vivre de sa passion et aussi d'avoir une activité tout en restant à la maison pour s'occuper de son foyer. Et elle sait qu'elle peut compter sur sa famille. Ça les soutient de mon mari et mes enfants, je ne l'aurais pas fait. Elle a toujours voulu travailler, mais à cause de nous, entre guillemets, en fait, elle pouvait pas, parce qu'elle voulait s'occuper de nous. Et donc voilà, c'est bien qu'elle puisse travailler à la maison. À table, les enfants. Sophie, fais-toi la lumière de ta chambre, s'il te plaît. C'est donc un moyen pour les Birbans d'avoir un apport financier supplémentaire, sans prendre de risques. Mais Pilar n'est pas seule dans l'aventure, elles seront 2 à gérer WebShoes, leur future société. Ce chien est une amie, Ariane. C'est avec elle qu'on voulait faire une SARL. Et finalement, toutes les deux, on va devenir auto-entrepreneurs. Amies depuis 10 ans, Pilar et Ariane pourront s'inscrire officiellement sur le site de l'auto-entrepreneur dès le 1er janvier.
La crise économique, Toyota, le premier constructeur mondial, pourrait basculer dans le rouge. Oui, c'est une première dans l'histoire du constructeur automobile japonais. L'entreprise annonce un bénéfice net divisé par 10. Cette situation est la conséquence directe du ralentissement économique. Toyota accuse une très forte baisse de ses ventes, mais souffre aussi de la flambée du yen par rapport au dollar et à l'euro. En France, les acheteurs semblent avoir retrouvé le chemin des concessionnaires. Oui, les commandes des petites voitures repartent à la hausse. Une augmentation de 20 à 25% selon le secrétaire d'État Luc Châtel. Les petites voitures profiteraient de l'effet prime à la case, doublé du bonus auto pour les véhicules les moins polluants. Surprise quand l'UMP vole au secours de Julien Drey. Mise en cause dans une affaire d'abus de confiance sur des détournements de fonds supposés, le député PS Julien Drey a reçu le soutien inattendu du porte-parole de l'UMP. Frédéric Lefebvre a rappelé l'importance de la présomption d'innocence dans cette affaire et au passage ironisé sur l'attitude du Parti socialiste. On l'écoute. Il y a une enquête en cours. Le déchaînement médiatique sur un homme tel que nous le voyons aujourd'hui ne correspond pas à ce que je me fais de l'idée d'une société qui respecte les règles de droit. Donc voilà, je dis tout simplement ça et je pense qu'effectivement le Parti socialiste aurait pu le dire aussi. Voilà, et Julien Drey dénonçait ce matin dans Le Parisien les grands manques de solidarité du côté socialiste. Il évoquait notamment l'absence de réaction à cette heure de Martine Aubry. Attentats terroristes simultanés dans toute la France, mais ils étaient simulés. C'était un exercice aujourd'hui. Oui, c'est un test grandeur nature d'attaque terroriste qui a eu lieu ce matin dans toute la France, principalement à Paris, Lyon et Marseille. Des morts et des blessés par dizaines. Cet exercice de simulation vise à tester la réactivité des services du ministère de l'Intérieur en cas d'attentat. Les explications de Michel Alliot-Marie. Bombay a fait apparaître un cas de figure que nous n'avions pas simulé dans nos exercices jusqu'à présent, c'est-à-dire celui de prise d'otages multiples et simultanées. À partir du moment où effectivement il y a eu une fois cela, nous devons tester nos capacités à faire face à un événement de cette nature. Voilà, Michel Alliot-Marie ce matin qui a donc participé à cet exercice. Avant d'accueillir nos premiers invités ce soir, Gérard Longuet et Thierry Repentin, petit retour sur la session parlementaire au Sénat, la majorité qui cherche à se démarquer parfois de l'exécutif et l'opposition qui reprend des forces. Oui, après 4 mois de débats souvent intenses, des textes importants sur l'Afghanistan, le logement ou encore sur le budget, retour sur les temps forts dans l'hémicycle avec Élise Ecardi. Une session parlementaire qui s'ouvre sur du changement. Élection sénatoriale et nouveau président. Le 1er octobre, Gérard Larcher remplace Christian Poncelet. Notre feuille de route commune est dense et sa mise en œuvre est urgente. C'est donc un Sénat tout neuf qui attaque la session 2008, plus de femmes et un mouvement vers la gauche qui gagne 23 sièges, dont 21 au Parti socialiste. Ça va nous obliger à resserrer les rangs quand ça sera nécessaire, à faire preuve de discipline quand il le faudra. Bon, et puis je crois que ça va donner au débat pas mal d'ampleur et de profondeur. En effet, il y a une vraie avancée, mais je pense qu'elle n'est pas suffisante. Dès le mois de septembre, premier texte marquant, celui sur le renforcement des troupes en Afghanistan. Après l'Assemblée nationale, le Sénat donne son feu vert. Des hélicoptères Caracal, des gazelles canons, des drones, des moyens d'écoute, des mortiers supplémentaires seront envoyés avec les effectifs correspondants, soit environ une centaine d'hommes de plus. En octobre, première déconvenue pour le gouvernement avec le projet de loi sur le logement de Christine Boutin. La ministre voulait inclure dans les 20% de logements sociaux l'accession à la propriété pour les bas revenus. La majorité ne la suit pas. Je ne reproposerai pas le texte à l'Assemblée nationale avec un nouvel article 17. Mais le débat parlementaire va continuer, c'est sûr. Un débat parlementaire largement alimenté ces derniers mois par la crise financière. Le 8 décembre, Philippe Marini jette un pavé dans la mare. Il propose de défiscaliser les pertes boursières des petits épargnants, tollés dans l'hémicycle à gauche comme à droite. On va bientôt rembourser ceux qui perdent de l'auto. La bourse, c'est quand même un jeu. Sous la pression, le sénateur finit par retirer son amendement. Le grand texte de la rentrée, ce sera le projet de loi sur l'audiovisuel public, après son adoption à l'Assemblée. De l'aveu même de Jean-Pierre Raffarin, dans les rangs de la majorité, l'affaire serait bien loin d'être jouée. Le groupe centriste et un certain nombre de parlementaires, y compris dans la majorité, sont sceptiques. Les uns sont contre la taxe, les autres sont contre la nomination du président. D'autres, enfin, se disent qu'il est dommage qu'un texte puisse être appliqué avant d'être voté.
À la rentrée, le Sénat devra faire avec une majorité plus turbulente et une opposition revigorée. Du projet de loi. Voilà, et toujours le Sénat qui vient d'adopter le collectif budgétaire avec 183 voix pour et 151 contre. Et tout de suite, la suite du 18h. On va se projeter sur la rentrée parlementaire avec nos invités, les sénateurs Gérard Longuet et Thierry Repentin. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors d'abord expliquez-nous ce paradoxe. Effectivement, l'UMP par la voix de son porte-parole Frédéric Lefebvre dénonce un acharnement contre Julien Drey quand les responsables socialistes n'offrent qu'un soutien prudent. Thierry Repentin, comment l'expliquer ? Je suis assez loin de ces histoires parisiennes. J'observe que ce sont beaucoup effectivement d'élus de la région parisienne qui s'expriment lorsqu'il y a une affaire. Nous regardons les choses vraiment avec calme, si je puis dire, de notre côté. Martine Aubry, ce que semble regretter le député de l'Essonne. Je rejoins en tout cas M. Lefebvre en disant que tant qu'il n'y a pas de culpabilité, la personne doit être considérée comme innocente. Gérard Longuet, c'est une enquête qui gêne également la majorité parce qu'on parlait éventuellement de Julien Drey comme un possible candidat à l'ouverture. En tous les cas, il est courtisé, paraît-il. Non, mais Julien Drey est un élu connu, sympathique, assez attachant parce que c'est un homme de conviction et qui parfois, sur des sujets difficiles comme la sécurité en région parisienne, a fait un bout de chemin, il est vrai, avec la majorité. Non, je crois que le principe rappelé par Frédéric Lefebvre est un principe de bon sens. Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée. J'en parle d'expérience parce que j'ai été mis en examen 4 fois et relaxé 4 fois. Et donc je trouve que ce que fait l'UMP pour Drey doit le faire pour ses membres. J'ajoute que plus facile pour les faire pour le camp adverse que pour les faire pour son propre camp. Je n'ai pas le souvenir d'avoir été très soutenu. D'accord. Et quand Frédéric Lefebvre parle d'acharnement, ça vous rappelle de mauvais souvenirs? Oh, c'est pas de l'acharnement. Il y a une actualité et je pense que, comme l'avocat Lev Forster l'a dit, le bon droit réapparaîtra. Je l'espère profondément. Et j'aime trop la vie politique pour penser qu'un élu de qualité puisse se tromper. Alors, la fin de l'année a été difficile pour Nicolas Sarkozy après le camouflet enregistré à l'Assemblée nationale sur le travail du dimanche. Est-ce que la rentrée sera à haut risque avec la loi sur l'audiovisuel, Thierry Repentin? Moi, je pense en tout état de cause que les parlementaires en ont ras-le-bol de la façon dont on légifère. On légifère trop vite, sans recul en quelque sorte, et je crois que ceci explique cela, et notamment le retrait sur le travail du dimanche. Il y a un épiphénomène, il faut absolument un texte de loi, ça suffit. On a un texte sur la gendarmerie qui nous est annoncé en 4 jours. Comment voulez-vous travailler sérieusement? Le rejet de Madame Boutin, massif au Sénat, s'explique aussi par le fait qu'il n'y a pas suffisamment de travail en amont et que peut-être le président de la République actuelle, comme ses prédécesseurs, est aujourd'hui confronté à une usure du pouvoir. En général, le prince, peu à peu, se détache de la réalité de nos concitoyens et on présente des textes qui sont pas toujours en adéquation avec ce qu'attendent nos concitoyens. Charles Longuet, usure du pouvoir, est-ce que vous la ressentez, vous, qui êtes un élu de la majorité? Non, il y a deux problèmes assez différents. Il y a une évolution constitutionnelle que nous avons souhaitée à l'UMP, un Parlement plus libre, plus responsable, plus d'autonomie vis-à-vis de l'exécutif, et c'est la conséquence du quinquennat. Le président est le patron de l'exécutif. Il a besoin en face de lui d'un interlocuteur, et avoir un interlocuteur, c'est pas toujours facile. Ce n'est l'interlocuteur, la majorité parlementaire, l'opposition sont des gens exigeants. Mais il a besoin aussi d'un gouvernement et d'un Premier ministre qui peuvent servir de fusible. Alors là, il a fait un choix inverse. Il a fait un choix inverse. Il l'a dit d'ailleurs dès le départ. Il serait un président actif et François Fillon avait théorisé le rôle discret du Premier ministre en cas de quinquennat. Donc on est dans une logique qui était totalement prévisible. Ce qui est surprenant, c'est que vous soyez surpris. Ah, mais on voit que ça expose à des risques pour le président de la République. La vie est pleine de risques. Vous savez que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, même pour le président de la République élu au suffrage universel. Alors comment rebondir à la rentrée alors? Vous avez parlé d'usure. Je crois que c'est pas un problème d'usure, mais il y a un éloignement dans le temps. Plus vous avancez, plus on s'éloigne du fait générateur qui est l'élection, et plus on pense au rendez-vous suivant. Et entre les deux, il y a le Parlement. Je trouve que l'on s'éloigne aussi de la réalité. Moi, je vais vous prendre un exemple. Il y a moins de 6 mois, nous votons une loi de modernisation de l'économie au motif qu'il faut
permettre aux surfaces commerciales de pouvoir en quelque sorte s'établir plus facilement sur le territoire national. 6 mois après, on nous annonce que cette loi ne va pas être appliquée parce qu'elle n'est pas applicable et qu'on voit se multiplier sur les territoires de France des surfaces de 990 mètres carrés, alors que préalablement, il fallait que les élus qui développent leur territoire donnent un avis en quelque sorte avant même la création d'une surface de plus de 300 mètres carrés. Et je vois même le rapporteur à l'Assemblée nationale avec qui je discutais il y a quelques jours disait effectivement nous sommes allés trop vite, nous n'avions pas suffisamment travaillé ce texte, il faut le remettre en quelque sorte sur l'ouvrage. Je crois vraiment qu'on ne peut pas légiférer dans l'urgence, c'est donner le sentiment à nos concitoyens que faisant loi sur loi, d'une semaine à l'autre, on répond réellement sur le fond à leurs difficultés du quotidien. Est-ce que vous avez le sentiment effectivement qu'une partie de la majorité a pris son indépendance ? En tout cas, dans cette maison, au Sénat, elle l'a montré à plusieurs occasions. Je pense notamment au texte défendu par Madame Boutin. Il y a quelques jours sur le projet de loi de finances politique de la ville et logement de nouveau. Le Parlement, ici, a voté à l'unanimité des amendements contre ce qui était prévu. Dans cette maison, il n'y a plus véritablement de majorité, Gérard Longuet, pour l'UMP. Est-ce que ça vous inquiète puisque la loi sur l'audiovisuel va être débattue en janvier et que Jean-Pierre Raffarin a déjà averti sur ce texte, en l'état, il n'y a pas de majorité. Mais attendez, moi je suis pour le débat démocratique, et y compris avec la majorité. L'ouverture, y compris vers l'UMP. Et donc qu'il y ait un débat entre le gouvernement et sa majorité, moi cela ne me choque pas. Que ce débat soit, comme on dit en sport, correct mais viril, bah oui, il est correct et viril. Et je ne suis pas en désaccord avec Thierry Repentin, il y a des sujets sur lesquels nous n'étions pas forcément du même avis que le ministre au moment où il a pris sa décision. Je voudrais simplement revenir sur la LME. On va au 1er janvier lancer l'auto-entrepreneur. Il y a déjà près de 30 000 engagements d'auto-entrepreneurs. Vous avez fait un sujet d'ailleurs. Vous en avez parlé. Ça prouve que si tout n'est pas parfait, il y a des choses qui changent dans ce pays et ça me réjouit. Alors face à la crise justement, la question a ressurgi ce week-end, c'est l'éventualité d'un second plan de relance. Est-ce que c'est d'actualité selon vous, Gérard Longuet ? Moi, je pense profondément que l'exécutif, le président de la République a fait le choix d'une relance par l'offre pour une part, mais également par la demande, contrairement à ce qui est dit. Et on le voit bien sur l'automobile, les choses commencent à bouger. On va le voir sur le logement, et notamment grâce à l'aide bienvenue de la baisse des taux d'intérêt, à condition que les banques acceptent de prêter, ce qui est un autre sujet. Avec des taux plus bas pour le logement et avec l'aide à l'automobile, je pense que l'on fait du conjoncturel. Donc donnons-nous les 3 mois nécessaires pour que ces mesures de soutien à la demande fassent leurs effets. Les mesures de soutien à l'offre, elles sont bénéfiques, il faut y aller carrément. Thierry Repentin, un mot peut-être sur le logement également aujourd'hui. Vous venez d'être élu président de l'Union sociale pour l'habitat. Ce sont tous les offices HLM qui sont regroupés. C'est également la promotion immobilière. Et la promotion immobilière. Christine Boutin a remis aujourd'hui symboliquement les clés de 2 maisons à 15 € par jour dans l'Ain. Est-ce que c'est une mesure que vous soutenez? Est-ce que c'est une démarche? 15 € après plusieurs mois d'annonces. Elle en annonce 30 000 qui seront financés. Écoutez, j'espère qu'elle aura en tout cas cette mesure un autre résultat que n'en avait la maison de Jean-Louis Borloo il y a quelques mois, dont on ne parle plus aujourd'hui. Simplement, sur le plan de relance, moi j'attends vraiment de savoir exactement ce qu'il y aura en matière immobilière, car je suis pour soutenir la construction et pas forcément la promotion, car ce qui compte dans notre pays, c'est produire plus et moins cher, et le logement social ne doit pas venir au secours, en quelque sorte, de la promotion immobilière dès lors qu'elle continue à construire trop cher pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens. En matière de logement, il y a 2 choses. Il y a des terrains, vous êtes bien placé pour le savoir, et des taux d'intérêt, parce que le logement, ça s'étale sur une très très longue période. Libérons des terrains et on fera un effort formidable. Pour les taux d'intérêt, je crois que c'est bien parti, à condition, je me répète, que les banques prêtent. Et elles ont suffisamment de garanties de l'État pour cela. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'elles jouent. Et qu'elles baissent vraiment leur taux, parce que vous avez vu le document de la Banque de France qui dit que les marges ont explosé en matière de crédit immobilier pour les banques. Je vous donne un exemple qui n'est pas celle d'un particulier, qui est ceux d'EDF. Quand EDF emprunte de l'argent, c'est 200 points de plus que Ribor. C'est invraisemblable. La meilleure signature de France est taxée par une banque pour un crédit à court terme de 200 points. C'est invraisemblable. Merci. Alors c'est pas parce qu'elles ont fait des bêtises qu'elles doivent le faire payer à tous leurs clients. Merci messieurs, on vous donne bien sûr rendez-vous à la rentrée pour voir comment s'oriente le débat politique à ce moment-là. Merci. On sera encore là. Merci messieurs. La suite du journal avec les images chocs tournées à l'intérieur de la prison de Fleury-Mérogis. Ces images vont-elles accélérer la prise de conscience de la vie réservée en France derrière les barreaux? On en parle tout de suite avec nos invités. En bref, je lance un appel à tous. Est-ce qu'on change tout ça?
Et de ne pas croire qu'ici c'est un lieu pour se réinsérer. Parce qu'il y a des mélanges de certaines personnes qui ne vont pas avec d'autres. Ouais, moi par exemple, je cherche la main à un mec demain, cet après-midi je vais aller en promenade, je cherche un mec qui a fait un attentat. Je dis pas pour autant que je vais rentrer dedans, mais j'en connais plusieurs. Voilà ces images, quelques extraits de ces vidéos qui ont été tournées par des prisonniers et qui ont été mises en ligne notamment sur le site internet du journal Le Monde. Avec nous Omar Dawson, bonsoir, et Karim Belazar, vous êtes tous les deux producteurs de la société iScreen. C'est vous qui avez récupéré ces images, mais peut-être que vous êtes également à l'origine. C'est vous qui avez donné la mini-caméra aux prisonniers de Fleury-Mérogis? Pas du tout. Pas vous. Bon, on ne sait pas vraiment comment cette caméra leur est parvenue en tous les cas à ce jour. Là-dessus, on reste discret, voilà. Très bien. Et Christophe Marquez, qui est secrétaire général du syndicat FO pénitentiaire. Beaucoup d'images fortes, on en a vu quelques-unes. Quelle est celle, l'un et l'autre, qui vous a le plus marqué? Alors celles qui nous ont le plus marqué, en fait, c'était une des scènes les plus simples. C'est lorsque le détenu montrait comment manger en fait et son système de chauffe. Voilà, parce que ça témoignait de la vie quotidienne et de la difficulté. Il a son petit réchaud avec un système très artisanal et j'imagine assez dangereux. Pour vous, c'est la même image ou une autre? Non, pour ma part, c'est le témoignage sur la mixité en prison des jeunes délinquants qui rentrent pour des faits mineurs et qui se retrouvent à fréquenter du grand banditisme ou des trafiquants de drogue. Il y a un témoignage intéressant dans ces images. L'un des détenus dit que ces images sont destinées justement aux petits caïds des banlieues qui pensent qu'en allant en prison, ils sortiront grandis. Et ils mettent en garde contre la réalité de la prison. Complètement, ça a été le leitmotiv de ce tournage. C'était aussi de faire une vraie prévention auprès des jeunes qui pensent que la prison est une étape, une partie des jeunes bien sûr dans les quartiers de minorité, dans certains quartiers qui pensent que c'est une étape initiatique voilà. Oui. Christophe Marquez, est-ce que cette réalité est toujours niée par l'administration après les nombreuses mises en garde, principalement au niveau européen? Non, je pense pas. Je pense que ça fait des années qu'on le dénonce. L'administration pénitentiaire sait aujourd'hui ce qui se passe dans les prisons françaises et d'ailleurs, nous aurions préféré, que ce soit les médias qui rentrent dans la prison, qui regardent aujourd'hui ce qu'il se fait à Fleury-Mérogis, notamment parce que quand les médias sont invités, ils ne voient pas tout à fait ce qu'on a sur les images. C'est tout le problème, sauf que ces images, d'après l'enquête qui est en train d'être menée, datent déjà de quelques années en arrière, et qu'aujourd'hui Fleury-Mérogis... Ça s'est amélioré depuis ? Je ne dis pas que ça s'est amélioré. Ce qu'il faut regarder aujourd'hui à Fleury-Mérogis, c'est qu'il y a un plan de rénovation qui est en cours, et notamment sur un bâtiment qui va ouvrir en janvier tout neuf. Et d'ici 2016, il y a plusieurs centaines de millions d'euros qui vont être injectés dans cet établissement. Ce qui démontre quand même que depuis 68, date d'ouverture de cet établissement, aucun politique n'avait pris à la mesure de l'état de délabrement de cet établissement. Donc en 2002, Dominique Perben a lancé ce plan de rénovation. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que ce qu'on a vu à Fleury, malheureusement, beaucoup d'autres établissements sont beaucoup plus vétustes que cela. Racontez-nous alors. Et ça démontre que le budget de la justice doit être aujourd'hui beaucoup plus à la hauteur des espérances, parce que on est parmi les derniers budgets au niveau européen. Il faut que l'administration pénitentiaire ait un vrai budget pour rénover et pour construire des établissements récents en fermant les plus anciens. On ne peut pas continuer à avoir des établissements de cette mesure-là. Et Fleury-Mérogis, aujourd'hui, honnêtement, il y a un gros travail qui est fait et nous aurions préféré, que les images soient tournées là, aujourd'hui, et qu'on regarde d'ailleurs ce qui est fait, au lieu d'aller voir toujours ce qui est mal fait. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que M. Marquez et nous avons parfois le même point de vue sur la question. Nous, peut-être, avec notre vidéo et notre contribution, c'est peut-être plus de travail sur la prévention, c'est-à-dire que au lieu d'aménager des prisons plus grandes, nous, on essaye, par exemple, par ce documentaire, de faire en sorte que certains jeunes commettent moins d'actes qui risquent de les y amener et qui fera en sorte qu'il y aura moins de surpopulation carcérale. Alors nous sommes en ligne avec le sénateur socialiste de la Gironde qui a été très impressionné par les images. Alain Andiani, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que cette vidéo relance pour vous l'urgence d'une grande loi pénitentiaire et qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Oui, je crois que cette vidéo nous montre que la prison est la honte de notre République, pour reprendre une formule. Pourquoi c'est la honte de la République? Il y a des choses qu'on ne voit pas dans la vidéo et qui sont peut-être pires. C'est que je crois que la prison est le seul lieu en France où l'esclavagisme demeure. Les prisons françaises sont des lieux d'esclavagisme. Que voulez-vous dire là? Parce que là, on franchit encore un seuil. Oui, on franchit un seuil, mais tous ceux qui connaissent ces prisons vous le diront. Dans une prison, si vous n'avez pas de quoi vivre, eh bien vous devenez l'esclave de l'autre.
c'est-à-dire vous devenez l'esclave des autres détenus pour avoir le droit à ceci ou le droit à cela, pour avoir le droit à cantiner. Quand vous êtes misérable en prison, vous êtes moins que rien. Et ça apparaît effectivement dans la vidéo. Hein. Il y a des témoignages en ce sens sur les rapports de force entre détenus qui sont leur quotidien. Ouais, bon, je ne peux pas tolérer qu'un élu de la République dise qu'en prison c'est de l'esclavagisme. Moi je pose la question. Qu'ont fait ces élus pendant tant d'années? C'était la poubelle. On fermait le couvercle, on ne voulait pas parler des prisons. Qu'ont fait les politiques? Alors, moi je veux bien qu'on dise aujourd'hui c'est de l'esclavagisme en prison en voyant ces images-là. Je rappellerai que Fleury Mérogis date de 1968, que jamais aucun politique ne s'était intéressé. Mais il y a quand même la question des rapports entre détenus. Oui, ils en parlent. Et effectivement, c'est la loi de la terreur. Et c'est le plus faible qui subit. Ça, vous êtes témoin vous-même. Mais dès le moment où vous avez une surpopulation carcérale, dès le moment où vous mettez les prévenus et les condamnés ensemble, mais ça c'est aussi les lois successives qui ont été votées depuis tant d'années, où on se retrouve aujourd'hui avec une surpopulation carcérale dans les établissements pénitentiaires. Si vous me permettez d'intervenir, je crois qu'effectivement, vous avez raison. La cause de tout ça, c'est la surpopulation pénale. Et la cause de la surpopulation pénale, c'est les lois pénales. On ne peut pas séparer la détention en prison et les conditions exécrables de la détention où l'homme est nié dans le prisonnier. On ne peut pas séparer ça d'une politique pénale qui, avec les peines planchées, c'est une machine à produire des prisonniers et donc une machine aussi à produire de la misère en prison. Mais justement, Alain Manziani, des aménagements de peine sont prévus. Est-ce que c'est pas une solution justement à la surpopulation carcérale? Je crois que ça fait partie des solutions. Mais vous savez, la première des solutions consistera à dire que la détention doit être l'ultime recours, qu'il faut essayer tout avant la détention. Et essayer tout, c'est évidemment le milieu ouvert, c'est essayer aussi par exemple le bracelet électronique, c'est essayer d'autres types de prévention, c'est essayer aussi des sanctions qui soient différentes. En fait, la prison, c'est le miroir de notre société. C'est une société qui se bouche les yeux devant les difficultés qu'elle rencontre. Et les difficultés qu'elle rencontre, elles sont évidemment accrues dans les prisons. Très bien. En tous les cas, il faudra à nouveau ouvrir les yeux puisque la loi va venir en débat au Sénat, mais elle a été reportée. Ce sera au mois de mars. Messieurs, quelles sont les suites de cette vidéo mise en ligne? Est-ce qu'une enquête a été ouverte à votre connaissance par l'administration? Non, pas du tout, mais je pense que c'est parce que, en fait, on pressent que ce ne sera pas quelque chose forcément à charge contre l'administration pénitentiaire, mais surtout pour faire prendre conscience au public des conditions. Et lorsqu'on fait prendre conscience au public de certaines conditions, il y a des suites politiques. Et c'est que si les politiques bougent que les choses changeront. Qu'est-ce que vous allez faire des images maintenant? Vous avez, je crois, 2h30 de rush. Vous allez en faire un documentaire. Est-ce qu'une chaîne est intéressée? Oui, on a pris des contacts avec des chaînes. Alors, et surtout, rappeler aussi que les conditions de vie des uns conditionnent celles des autres et que détenus et surveillants, c'est forcément lié. Si on change l'environnement des prisonniers, on améliore aussi les conditions de détention. Christophe Marquez, vous avez parlé des moyens financiers. Est-ce que pour améliorer les relations entre les détenus ou les relations entre les détenus et les gardiens, est-ce qu'il faut autre chose que de l'argent? Il faut autre chose que de l'argent. Il faut en effet faciliter les peines alternatives à l'incarcération. Il faut aménager les peines. Il faut arrêter d'avoir 3 détenus dans 9 mètres carrés. Mais le budget, on sait tous que c'est important, à la fois pour améliorer les conditions de vie des détenus, les conditions de travail des personnels, et puis surtout aussi permettre d'avoir des lieux beaucoup plus humains. Mais je pense qu'il y a un gros effort qui a été fait, et j'aimerais qu'on filme vraiment et qu'on vienne filmer ce qui est fait, parce que je peux vous dire qu'il y a quand même des bonnes choses de faites. Très bien, on ira les voir également. Hein. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat sur les prisons. Oui, et maintenant, dernière page du journal, tout autre sujet. Les Français boudent-ils les sorties culturelles ou au contraire ont-ils envie de rire et de rêver en cette période de crise? C'est une enquête d'Anne-Louise de Rohan. C'est peut-être l'un des seuls secteurs qui ne souffre pas de la crise. Ici, c'est halte à la morosité et place au divertissement. Et pour cause, les salles de cinéma ne désemplissent pas. Les chiffres de fréquentation pour l'année 2008 devraient être de 190 millions de spectateurs, ce qui correspond à une hausse de 6% par rapport à l'année 2007. Voilà, donc il n'y a pas de phénomène de crise cette année. Le prix du ticket reste abordable et quel que soit leur âge, les Français ne comptent pas se priver de grand écran. Il vaut mieux profiter de la vie tant que pour la crise. Et je vais au cinéma comme j'en ai l'habitude. Plus cher, et pourtant ça fonctionne tout aussi bien. Le spectacle pour enfants se place en haut des meilleures ventes, notamment la comédie musicale Bébé Lily au Casino de Paris,
40 000 entrées depuis octobre, une belle surprise pour le producteur. C'est pas ça le comble à chaque fois, il y a des séances de 11h du matin qui sont un petit peu moins remplies, mais par rapport aux autres spectacles ou à l'ambiance actuelle, on est très très heureux, on est pratiquement complet. Car pour les parents, les dépenses familiales restent prioritaires, surtout à cette période. C'est les fêtes de Noël, puis moi mes enfants ils n'ont pas de prix, donc j'ai pas réfléchi à l'argent, j'ai pensé pour ma fille. Pour les enfants, effectivement, ça reste une priorité, quoi. Donc on fait attention à autre chose. La crise a eu un effet à renforcer une tendance que les Français avaient à se retrancher sur leur famille, sur leur environnement immédiat, sur leur vie personnelle, sur ce qu'on appelle le cocooning. Et avec la crise, le monde extérieur devient de plus en plus redoutable et au contraire, où aller? On se réfugie dans la famille, on se réfugie avec des amis. Et avoir le bonheur des parents, on se dit que les enfants ne sont pas les seuls à vouloir s'évader. Voilà, toutes les distractions sont bien sûr autorisées pendant la crise, hein, Sonia. Justement, et avec nous pour en parler, Stewart Vaughan, directeur délégué du théâtre de la Michaudière. Bonsoir. Et Christophe Herré, directeur des tournées du cirque Pinder. Bonsoir. Alors, on vient de le voir dans notre reportage. Apparemment, les Français ne boudent pas tous les spectacles, particulièrement ceux qui sont consacrés aux enfants et l'humour. C'est vrai. Heureusement, c'est vrai. Absolument. Vous aussi. Vous ne connaissez pas la crise? Non, en ce qui concerne en tout cas les cirques, tout va très bien pour l'instant. Je veux dire, les fêtes de fin d'année s'annoncent très bonnes. Il faut dire que dans la grisaille ambiante, on veut oublier un petit peu et nous, cirque, on délivre un message de joie, de bonne humeur. On vient retrouver toutes les sensations, on vient oublier la grisaille. Vous n'avez pas adapté votre programme à la crise? Alors c'est vrai que c'est... Non, le programme, non, au contraire. C'est l'essence même du cirque. Au contraire, je veux dire, l'ensemble des grands cirques français, on a fidélisé une clientèle en passant chaque année à la même époque dans les grandes villes et en proposant de la qualité. Donc les gens, lorsqu'ils vont sous un chapiteau, savent qu'ils vont voir un bon spectacle. Et cette crise, on la sentait un petit peu depuis plusieurs années. C'est vrai qu'il y avait des prémices, on sentait. Donc on a adapté nos tarifs, on a baissé nos tarifs, on s'adapte à toutes les catégories. Combien ça vaut pour assister au spectacle Pinder? Le prix de base est de 15 €, mais vous pouvez bénéficier en plus de la 3e place gratuite. 2 places achetées à la 3e place, c'est pratiquement moins cher qu'une place de cinéma. Ah, c'est moins cher qu'au théâtre, hein? Au théâtre, c'est 44 € la première catégorie. Mais c'est moins cher à la Michaudière que dans nos théâtres. Il y a toujours plus cher ailleurs, c'est vrai. Mais et d'ailleurs, nous avons anticipé parce qu'il y a effectivement une crise pour le mois de janvier. Nous allons baisser nos prix de la semaine, mardi, mercredi, jeudi, de 38 € au lieu de 44, précisément pour faire en sorte que les gens puissent venir au théâtre et puissent se régaler, parce qu'en effet, c'est la comédie que les gens veulent voir. Vous en avez une qui cartonne en ce moment. Oui. Hein. On a créé Chat et Souris à la rentrée 2007. On a repris avec Francis Perrin et Jean-Luc Moreau à la rentrée 2008. Alors moi, je peux vraiment comparer les recettes qu'on a fait. On a baissé que de 6% par rapport à l'année dernière, ce que, compte tenu de la crise, je trouve que c'est très peu de baisse. En partie, on a anticipé. On a fait davantage de publicité qu'en normalement on aurait fait pour un succès établi, mais on est très content. Est-ce que vous tenez compte de la situation actuelle dans la programmation pour la prochaine saison, par exemple? En janvier, nous reprenons Chat et Souris, mais avec une autre distribution, parce que il y a Éric Mété, Rollo Marquisio et Jacques Balutin qui vont prendre les rôles, parce que les créateurs partent en tournée en France. Et c'est pour ça, nous avons reçu un mail d'un groupe l'autre jour qui disait « Messieurs, on a passé une soirée formidable, votre spectacle devrait être remboursé par la Sécu car ça coûterait moins cher que le Prozac. » Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour prouver que les gens veulent vraiment rire. Est-ce que c'est toujours le même public qui vient vous voir en ces temps de crise, ou est-ce qu'il y a une évolution du public? Chez nous, c'est pas seulement le public pour les enfants. Maintenant, on voit que il y a la famille évidemment, mais beaucoup de jeunes reviennent dans nos fauteuils pour applaudir un vrai spectacle. Le cirque, c'est surtout pas que pour les enfants. Ça reste, et c'est la force d'un spectacle de cirque, ça s'adresse à toutes les catégories socio-professionnelles et de tout âge. Alors vous, c'est pas comme Chat et Souris, vous êtes en tournée en permanence, ou est-ce que vous êtes aujourd'hui avec votre chapiteau? Vous en avez peut-être plusieurs, je sais pas, il y a plusieurs cirques Pinder? Il n'y a qu'un seul unique cirque Pinder. C'est pas comme chez Zavata où qu'on croise sur toutes les routes de France. Je ne sais pas ce qui se passe sur les autres enseignes. Nous, il n'y a qu'un seul et vrai cirque Pinder. Il est jusqu'au 11 janvier sur la pelouse de Reuilly à Paris, bien sûr. Paris, et puis en tournée dans toute la France, Tours, Poitiers, Toulouse, Montpellier,
Marseille et Lyon nous attendent. Bon voilà, eh bien écoutez, c'était notre note positive sur la crise. La comédie et le cirque ne connaissent pas la crise. Messieurs, merci, félicitations. Merci à vous. On ira passer quelques soirées avec vous. Oui. Merci à tous. Merci Sonia. Tout de suite, le magazine Ensemble de Caroline Deschamps. Et à 18h45, notre rendez-vous avec Jean-Marie Colombani. Bonne soirée. Bonsoir. Et tout de suite, Ensemble, le rendez-vous du handicap avec Caroline Deschamps et Julia Kristeva. Oyez, oyez les enfants et les grands-enfants surtout. Joyeux Noël, bienvenue dans un monde de bulles. Profitez des fêtes de fin d'année pour voir et revoir les meilleurs programmes de Public Sénat. Bibliothèque Médicis, Jeux de dames, Déshabillons-les, Un monde de bulles, Conversations d'avenir. Retrouvez vos émissions préférées à leurs heures habituelles et tous les soirs à 22h, un documentaire ou une fiction. Les fêtes de fin d'année, c'est un festival de programmes sur Public Sénat. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ensemble, le magazine du handicap et de la santé. Le mot du jour est récit, un récit drôle, acide et bouleversant d'un papa de 2 enfants lourdement handicapés. Où on va papa de Jean-Louis Fournier qui vient de recevoir le prix Femina. Julia Kristeva, fidèle à mes côtés, vous avez lu cet ouvrage. C'est un témoignage un peu hors du commun dans sa forme. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ben écoutez, Caroline, j'ai pas envie de commenter parce que c'est un de ces ouvrages qui vous laisse un peu muet et après la lecture, on a envie simplement de dire merci, monsieur, parce que vous avez inventé un genre qui est l'art de vivre avec une douleur que vous avez passer par l'alchimie du verbe et pour transformer la souffrance en tendresse. Et puis surtout, s'il y a une question à vous poser, c'est comment vous avez pu être comme ça ? Comment vous avez pu écrire la douleur en étincelle de vie ? Mais peut-être Caroline a des détails à vous demander. Moi, je reste à ça, parce que dans ça. Jean-Louis Fournier, pour vous présenter quand même, vous avez été réalisateur de Je suis toujours réalisateur. Vous êtes toujours réalisateur de télévision. Vous étiez proche de Pierre Desproges. Oui, j'ai beaucoup travaillé avec Pierre. Oui. Et donc, vous avez écrit cet ouvrage. Mais pourquoi à ce moment-là ? Parce qu'il faut le temps, si vous voulez. Quand on a vécu 2 fins du monde, comme ont été la naissance de mes 2 enfants handicapés, ce sont des fins du monde. C'est un espèce de chaos, il faut attendre que la poussière retombe. Et quand on est pris par les priorités domestiques, on ne peut pas s'offrir le luxe de se pencher sur ses états d'âme. On essaie de trouver des babysitters qui acceptent de revenir le lendemain. Parce que les babysitters pour les enfants handicapés ne reviennent pas le lendemain en général. Un enfant handicapé, c'est un enfant normal en pire, au niveau des problèmes domestiques. Et donc, quand on est pris dans cette espèce de truc, et puis en plus je l'ai détesté, je me disais, mais ils vont me gâcher la vie. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui est logé nourri au ciel, et il y en a un autre qui est logé nourri à la campagne. Et donc, j'ai envie de dire qu'il n'y a plus de problèmes pratiques ni domestiques, et donc j'ai essayé d'analyser un peu ce que je ressentais, et ce livre m'a permis je me suis aperçu, grâce à ce livre qui est extraordinaire dans les livres, que je les adorais. Ces enfants qui, au départ, c'était des boulets, c'était quelque chose qui allait me compliquer la vie, finalement, je les adorais. Et c'est tout à fait étrange. Et pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, je crois que j'ai écrit ce livre parce que je trouve que la nature a été très dure avec eux. Et j'ai voulu que la littérature leur soit douce. Et c'est ça ce livre-là.
On dit souvent que, moi je le dis avec quelqu'un que j'adore, qui est Hannah Arendt, mais je transforme un peu ce qu'elle dit, la littérature transforme la vie biologique en biographie. Ces enfants ont une biographie, vous l'avez écrite, et vous l'avez écrite sans catastrophisme et en même temps sans dénier la douleur. Et en trouvant ce que vous avez appelé tout à l'heure, cet amour de la petite vie, de la vie misérable, de la vie. Et c'est ça qui fait rire aussi. C'est la vie, c'est sûr. Je les ai loupés, mais bon, ils sont loupés, mais ils ont quand même le droit de vivre. Il reste des individus très étranges, très mystérieux. J'aime pas d'ailleurs le mot handicap. Moi, je dis toujours pas comme les autres. Parce que pas comme les autres, c'est quand même... ça laisse le bénéfice du doute. Mozart n'était pas comme les autres non plus. Ce que j'ai voulu faire, si vous voulez, c'est que j'ai fait un petit peu... J'ai un côté provocateur, j'ai travaillé avec des proches et tout ça, j'aime bien susciter des réactions. Et c'est vrai que ce sont des enfants qu'on cache, ce sont des enfants qu'on sort le soir quand il fait sombre, ce sont des enfants dont on ne parle pas, dont on a un peu honte. Moi, j'ai fait l'inverse. Je les ai fait monter sur scène. Et j'ai allumé les grands feux pour qu'on les regarde. Oui, mais monsieur, revenons à vous, parce que vous avez trouvé ce ton qui est magnifique.